Bonjour à tous. En quelques mots, je vous présente Altissima avant de laisser William présenter Colas. Altissima, donc, c'est une société spécialisée en digital learning. On couvre 4 pôles d'activité. Le conseil, donc sur tout ce qui est conseil RH, SIRH, la formation, donc conception de formation, qu'elle soit digitale ou blended, l'administration des outils, donc l'administration des outils que vous connaissez, TMS, LMS, et tout ce qui est communication. Donc pour appuyer nos projets. L'idée de Altissima, c'est d'avoir une couverture complète de la formation professionnelle pour pouvoir intervenir sur n'importe quel projet, et y compris des projets d'envergure internationaux, comme ça a été le cas avec Colas. Juste rapidement, effectivement, en termes de localisation, on a été basé surtout en France aujourd'hui, avec trois sites, et depuis 2024, on est aussi basé sur Toronto, pour couvrir la partie nord-américaine et pouvoir accompagner nos clients sur cette partie-là. Bonjour à tous, donc moi c'est William Garnier. Avant de vous présenter Colas, déjà je vais rappeler un peu le sujet. Donc c'est diffuser efficacement l'offre de formation et harmoniser les outils et processus à l'international. Donc pour comprendre un peu le contexte Colas, c'est un groupe qui gère tout ce qui est infrastructure de transport, donc routière, ferroviaire. À l'international, il y a plus de 65 000 personnes au sein du groupe, dans 50 pays et une multitude de langues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un groupe qui rassemble plusieurs petites entités partout dans le monde. Pour donner un peu de contexte, Colas en France, c'est une agence tous les 50 km et quelque chose qui a été racheté au fur et à mesure. Il faut comprendre la partie autonome de chaque agence qui viennent, on va dire, avoir leur propre culture. Donc le but, ça va être de se rattacher à l'ensemble des 4 leviers stratégiques qu'on peut avoir, donc la digitalisation, l'internationalisation, la partie industrie et la partie RSE qui est assez importante chez nous. Ce projet, il répond à 2 d'entre eux, c'est la partie digitalisation et la partie internationalisation. En termes de contexte, on a une gestion de la formation chez Colas qui est très hétérogène, que ce soit au niveau des process, des outils, partout. Personne n'avait un outil uniforme dans une région, etc. On était vraiment assez hétérogène. Des territoires qui ne travaillent pas ensemble, que ce soit la France avec les US, avec le Canada, avec la Belgique, la Suisse. On a aussi un manque de fiabilité des données, parce que l'outil qui était le plus ancien était celui de la France. Ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas bougé. Donc, le but, c'était d'instaurer de nouveaux process et une nouvelle gestion pour fiabiliser la donnée. Donc vraiment avoir quelque chose de concret, de sûr, tout au long de la vie du collaborateur. Et du coup, dans ce contexte-là, les objectifs de l'accompagnement d'Altissima, c'était principalement de définir un schéma directeur de la gestion de la formation, ce qui permettait de donner des grands cadres. Donc ce schéma directeur, il a été fait pour laisser une grande autonomie aussi aux différentes entités, dans un souci derrière de les impliquer. Et donc effectivement, c'était le deuxième des objectifs, c'était impliquer l'ensemble des entités, et comme le disait William, des entités qui étaient très éloignées les unes des autres, très autonomes, et donc le choix a été fait de leur laisser cette liberté pour pouvoir les inclure. On avait aussi un fort objectif de la donnée, donc fiabiliser absolument les données de formation dans l'idée. Aujourd'hui, vu les systèmes qu'on met en place, c'est de pouvoir avoir des données fiables en temps réel afin de gagner du temps dans leur consolidation et leur communication. Et puis bien entendu, un objectif de fiabilisation, de simplification et de digitalisation des processus de gestion de la formation afin d'avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Du coup, en matière de définition de projet, de définition de besoins, l'idée c'était en premier de travailler ensemble. Donc du coup, on est allé organiser des réunions, des ateliers de travail avec l'ensemble des interlocuteurs de Colas
sur l'ensemble des BU, sur l'ensemble des territoires, histoire d'inclure le maximum de personnes. On a été jusqu'à un niveau le plus fin possible et toujours dans une logique où on était très ouvert, on ne présupposait rien. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit dans l'écoute afin de capter un maximum de spécificité et de laisser la place aux gens. Si on voulait absolument les inclure dans le projet, il fallait qu'ils puissent exister. On s'est toujours positionné avec une sorte de posture d'aide. On était là pour les aider à formaliser leurs besoins, on était là pour les aider à exprimer ce qu'ils souhaitaient et pouvoir inclure leur spécificité dans les processus de gestion et donc in fine dans les outils. On a aussi informé en continu, donc on a eu un gros pôle sur la partie communication du projet pour pouvoir aller les chercher en permanence sur l'état d'avancement, les difficultés rencontrées. Donc beaucoup de transparence dans ce projet-là, ce qui nous a permis de les garder toujours avec nous. Alors, dans la continuité, c'est un design, comme vous l'avez compris, qui est collectif. C'est-à-dire, dans la continuité de travail ensemble, c'était un paramétrage, une fois qu'on avait l'outil, qui était toujours fait avec toutes les parties prenantes, avec tous les pays. Donc c'était aussi s'adapter aux langues. Donc à chaque fois, tous les workshops étaient faits dans les deux langues, en français et en anglais, histoire d'inclure tout le monde et de faire travailler les personnes pour la première fois ensemble. Des personnes qui sont dans le monde de la formation, qui n'ont jamais travaillé ensemble. Le but, c'était aussi ça, rapprocher les personnes du monde de la formation et pouvoir réussir à les faire parler, à échanger aussi sur leurs pratiques, etc. et à créer un processus qui est commun. C'est aussi donc s'adapter et rester flexible. Un outil, ça se construit. On est obligé de faire des choix dans le design. Il faut aussi savoir revenir sur ces choix, redesigner l'outil pour qu'il convienne le plus possible. Parce que on a toujours un peu des a priori, un schéma un peu en tête. Le but, c'est aussi de revenir sur ces choix-là et de faire quelque chose qui est le plus correct possible, le plus adaptable possible dans le contexte. C'est aussi designer l'outil, c'est aussi former les personnes sur l'outil avant de le designer. C'est-à-dire, on les forme sur les capacités de l'outil afin qu'ils puissent comprendre l'enjeu un peu global et de pouvoir derrière les inclure dans toute la partie test, design, refaire l'ensemble du processus, etc. Donc, c'est assez important de former les key users avant de designer réellement l'outil. Et après, ça nous permet de pouvoir tester la solution tous ensemble, de pouvoir vérifier que ça convient bien dans un processus global, avec des lois qui sont différentes selon les pays, d'arriver à faire ça. La mise en œuvre, très honnêtement, on appuie sur un bouton, ça se fait. Une fois que l'outil est designé, la mise en œuvre, c'est ça. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver par la suite. Et donc notamment la partie change and run. Alors effectivement, la partie accompagnement du changement, elle a été hyper importante, à la fois en termes de structuration, d'organisation et de temps passé. Ça représente une part très importante du budget du projet à la fin. L'avantage avec Colas, c'est que ça avait été anticipé. Donc on ne s'est pas retrouvé en fin de projet à dire il n'y a plus de budget pour cette partie-là. Du coup, on a pu concevoir des dispositifs de formation complets. Donc on était sur de la formation sur mesure, on était sur de la formation blended, on est sur de la formation dans plusieurs langues, on est sur des actions d'accompagnement multiples, simultanées, et ça a permis d'embarquer tout le monde. Au-delà de ça, c'est qu'on a un système de formation continue qui permet, en fonction de l'analyse de l'utilisation de l'outil, en fonction des anomalies rencontrées, de pouvoir mener des actions de formation spécifiques, spots, pour aller rechercher les anomalies de fonctionnement, d'utilisation, et du coup de former en continu. Donc on a aujourd'hui un outil qui est utilisé et utilisé correctement, et ce qui nous permet de répondre à notre objectif de qualité de la donnée. Et ça, c'est grâce, entre autres, à cette partie accompagnement du changement et administration permanente de l'outil. Après, c'est... Une fois qu'on a mis en production, il faut aussi faire vivre l'outil. Faire vivre l'outil, c'est l'administrer tout au long de sa vie.
Une fois qu'on l'a posé, les personnes elles apprennent encore à utiliser l'outil, puisque nous, on est dedans depuis un certain moment. Et il faut quand même qu'on puisse administrer, suivre les personnes tout au long du projet. Et ça ne s'arrête pas qu'à la mise en production. C'est aussi mesurer l'efficacité. Comme le disait Pacom tout à l'heure, c'est l'outil utilisé. Mais l'utiliser comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a combien de fréquences de connexion on peut avoir ? Combien de personnes ont fait des demandes de formation dans l'outil ? Et ça, on arrive à le savoir par territoire parce que la donnée, elle est fiable. Et ça nous permet de savoir qui est en avance, qui est en retard, d'accompagner les pays s'ils le souhaitent, de faire vraiment du sur-mesure au niveau de l'accompagnement et de ce qu'on peut faire avec l'outil. C'est aussi s'adapter et rester flexible sur on va dire le vivant de l'outil, le processus qu'on a mis en place. Avouer que des fois, voilà, en théorie, c'était bien ce qu'on avait pensé comme processus, mais il ne faut pas hésiter à revenir dessus, à changer, à redesigner un peu l'outil au fur et à mesure. J'ai pas envie de dire qu'on fait de l'agilité parce que ce n'est pas le cas, mais il faut voir ça un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à rechanger certaines choses pour que ça fonctionne mieux. C'est faire évoluer les processus tout le long, c'est faire évoluer le système. L'ancien système, on va dire, qui était le plus gros, c'était celui de la France, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas évolué. Là, il ne faut pas retomber dans le même écueil, il faut vraiment le faire évoluer à chaque fois, faire évoluer du coup les processus en lien, la formation, l'accompagnement qu'on peut en faire. Après, on va arriver sur un peu les challenges qu'on a pu rencontrer, et je vais laisser Pacom en parler. Alors effectivement, en challenge, le plus important, c'est d'avoir fait travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et ça a été très compliqué, ne serait-ce que par le principe des langues et des fuseaux horaires. J'ai souvenir de certaines réunions de travail simultanément en anglais et en français. Donc on avait des animateurs qui étaient capables d'alterner anglais, français, de stopper. On avait des réunions qui prenaient peut-être un tout petit peu plus de temps, mais on a réussi à embarquer des gens qui, si jamais on avait adopté le principe de les réunions soit là en français, soit en anglais, n'auraient pas été embarqués, quoi. Donc ça a été vraiment assez compliqué. On s'est beaucoup appuyé sur les outils dont Teams avec les systèmes de sous-titrage de traduction simultanée, mais ça marche assez bien. En tout cas, on s'en est sorti et c'était une bonne réussite, je pense. On a été aussi dans la partie challenge sur la nécessité d'argumenter systématiquement sur les intérêts du projet et à tous les niveaux, autant local que groupe, parce qu'en fait, il faut aller chercher toujours le codir sur l'intérêt et pourquoi, où on en est et puis ce qu'on va chercher. Savoir aller chercher les spécificités locales sur des projets, processus de gestion de la formation. On sait quand même que c'est très français. On a une complexité de gestion de la formation qui est française et on oublie de temps en temps d'aller chercher ces spécificités locales. Donc ça n'a pas été simple. Et puis derrière, la gestion des ressources dans la durée, de maintenir un projet agréable à vivre malgré des tensions comme dans tous les projets. Et ça, c'était aussi quelque chose de pas évident, mais ça a été plutôt positif, quand même. Exactement. C'est un petit panel de ce qu'on a pu rencontrer comme problématique. L'intérêt du projet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a fait un projet qui est groupe. Il fallait déjà expliquer ce que c'est un TMS, et la différence avec un LMS, la différence avec un LXP, c'était pas clair pour tout le monde. Donc le but, c'était aussi de professionnaliser un peu le monde de la formation partout dans le monde. Les critères de clés de succès qu'on a pu avoir, c'est déjà, à chaque fois, le business, il est au cœur de la réflexion. Ça nous permet de se raccrocher à la stratégie Colas à chaque moment. C'est de bâtir des relations, on va dire, avec tout le monde qui sont solides. De prouver qu'on est sur une posture d'aide, qu'on met en place quelque chose et que ça va leur garantir une certaine efficience, une certaine efficacité dans le monde de la formation. C'est aussi d'être transparent tout au long du projet. De ne pas faire des promesses qu'on n'arrivera pas à tenir, de se laisser le temps d'avoir un projet, de bâtir des processus, d'embarquer tout le monde et d'éviter de faire trop machine arrière sur des choses qui sont assez importantes. C'est aussi, on va dire,
une gestion du change qui est à faire assez régulièrement, de répéter les choses plusieurs fois à toutes les personnes, c'est assez important. Il faut que les personnes comprennent l'enjeu, il faut qu'ils comprennent le processus qu'on a à mettre en place. Parce qu'en France, avec nos lois, on a une certaine contrainte au niveau de la formation, on est assez cadré. Dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Donc le but, c'est réussir à mettre un process commun, à faire contraindre certaines personnes à aller dans ce processus-là, mais de leur laisser assez de liberté pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est aussi gérer le collectif, comme le disait Pacom tout à l'heure, c'est gérer les ressources. Mais c'est gérer les ressources humaines comme les garder assez attentifs dans le projet, qui ne fuient pas le projet. C'est les garder assez acteurs dans le projet pour qu'ils puissent aider tout au long du projet à donner leur feedback. C'est aussi être flexible, être à l'écoute, ne jamais les abandonner. On vient, on va dire, s'immiscer dans une gestion qui était très autonomiste avant. Et là, il faut qu'on vienne dans vraiment une posture d'aide, une posture d'écoute, en leur disant, voilà, on a quelque chose à vous apporter, qui va être ça vous donne quelques contraintes, le reste, on vous accompagne pour que vous puissiez faire ce que vous voulez directement dans l'outil. Ça, c'était à peu près tous les challenges qu'on a pu rencontrer et les critères de succès qu'on a pu avoir. Donc il nous reste un peu de temps maintenant pour pouvoir avoir certaines questions, si jamais vous le souhaitez. Donc merci William et Pacom pour cette première partie de présentation. Donc il y a un micro dans la salle, voilà, comme tout à l'heure. Donc allez-y, levez la main. Il y a une question au bout. Parlez bien près du micro, oui. Oui, merci. Moi, j'ai une question très pragmatique. Vous parliez de deux langues, j'ai compris que c'était un enjeu, et des fuseaux horaires. Concrètement, comment est-ce que vous avez géré des fuseaux horaires très éloignés les uns des autres, qui veut dire qu'à un moment donné, c'est soit trop tôt, soit trop tard, selon le pays dans lequel on se situe? Alors, les fuseaux horaires, on avait à peu près des plaques. En fait, on a lancé le projet par lot. Et en fait, on avait des lots qui étaient assez similaires en termes de timing pour avoir des pays qui étaient dans le même fuseau horaire. La seule particularité du premier lot, c'est qu'on a voulu embarquer les pure players. Et du coup, on avait à la fois les US, le Canada d'un côté et une partie Europe de l'autre. Donc en fait, on faisait tout sur l'après-midi, en milieu d'après-midi jusqu'à fin d'après-midi. Et ça nous permettait justement de pouvoir avoir tout le monde dans le même timing. Oui, du coup, il y a quand même eu des réunions qui sont terminées un peu tard, surtout pour toi. Voilà, côté France et groupe, en fait, on pouvait durer un peu en nocturne. On va prendre la question suivante. Oui. Bonjour. J'aimerais savoir comment la dimension culturelle a été prise en compte, parce que vous avez travaillé avec un certain nombre de pays. Je ne sais pas combien de pays il s'agit exactement. Mais comment cette dimension culturelle a été prise en compte? Quels étaient les challenges et comment vous avez surmonté ces difficultés-là, s'il y en a eu? Merci. Alors, la première chose en termes de culture, c'était d'avoir le besoin de chaque pays, de chaque territoire. Ça, c'était vraiment le principal, c'était de connaître leurs attentes par rapport à ça. Et après, essayer de voir ce qu'il y avait de commun entre la volonté du groupe et chaque territoire. Une fois qu'on avait ça, c'est là qu'on a fait les workshops tous ensemble, avec vraiment les gros acteurs de chaque pays à chaque fois, histoire de construire quelque chose qui était commun. Et en fait, culturellement, c'est venu tout seul, j'ai envie de dire. À partir du moment où on met les personnes à travailler ensemble, ça fonctionne assez bien. Et si on leur impose pas trop de choses, ils vont assez facilement se mettre d'accord au fur et à mesure. Il y a eu quand même aussi un fort accompagnement presque local et individuel. C'est-à-dire vraiment, il y a eu une écoute complète des besoins, mais parce qu'on a réussi à les accompagner de manière individuelle. On va dire filiale par filiale ou pays par pays. Oui. Bonjour. Quand vous dites besoin fort de fiabiliser les données, c'est quel exemple de données et c'est quel enjeu derrière? Alors, les données,
j'ai envie de dire, toutes les données de l'information. Je vais vous donner un exemple qui est assez flagrant. Je ne sais pas si vous connaissez la partie CACES, habilitation. Il y a une multitude d'habilitations, que ce soit en termes de CACES, en termes d'habilitation électrique, ce qui représente à peu près 60% de notre plan chez Colas. Si je reprends l'ancien système français, revenir dans l'historique pour savoir quelle personne avait quelle habilitation, honnêtement, à part fouiller dans les archives, c'était le seul moyen d'avoir la donnée concrète. Donc le but, c'était d'être au plus fin possible, de faire comprendre aux personnes qui gèrent la formation que s'ils veulent avoir des données fiables, c'est aussi la manière dont ils rentrent la donnée, d'être le plus précis possible et d'être harmonieux dans le titre de la formation, le type de demande, le timing de la formation, le coût de la formation. Tout ça, aujourd'hui, on a fait un step assez flagrant par rapport à ce qu'on faisait avant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question sur les outils. Vous avez parlé tout à l'heure de LMS, LXP, TMS. Sur quels outils en fait, vous êtes partis et comment ils ont été intégrés les uns aux autres? Alors, là aujourd'hui, on parle de TMS. On est en fait, il n'y avait pas de TMS groupe avant. Le but, c'était de mettre quelque chose de commun. Donc, on est parti sur un TMS. Le LMS, ça va venir par la suite. On va faire exactement la même chose. Et on est venu se raccrocher à la data RH directement. Nous, on utilise Neva en termes de TMS. On est sur SuccessFactors en termes d'outils groupe et certainement de LMS dans le futur. Et le but, c'est de faire parler tout cela ensemble, de prendre la donnée de base RH et que le TMS soit le centre névralgique de la formation. Voilà, donc on arrive au terme de cet échange. Peut-être rappeler votre numéro de stand ou de... Combien ? R21. Donc si vous avez encore des questions à poser à Pacom ou William, que vous applaudissez, que nous remercions, R21. Voilà, c'est le stand où vous pouvez continuer les échanges avec eux.